Dans cette vidéo, nous allons découvrir les plus grandes mégastructures construites sur l'eau. Alors commençons. Numéro 10. Les barrières anti-inondation MOSE de Venise. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe d'énormes barrières sous-marines capables de protéger Venise contre les fortes inondations. Ce système s'appelle le MOSE. Il est composé de 78 grandes portes en acier. Elles sont placées aux 3 ouvertures reliant la lagune de Venise à la mer Adriatique. Lorsque le niveau de l'eau est normal, les portes restent simplement couchées sur le fond marin. Elles sont cachées à l'intérieur de grandes structures en béton. On ne peut pas les voir depuis la surface. L'eau et les bateaux peuvent également passer librement. Mais lorsqu'une marée très haute ou une onde de tempête approche, de l'air comprimé est injecté dans les portes. L'air pousse l'eau à l'extérieur de chaque porte. Grâce à cela, elle flotte et se dresse progressivement. Lorsque toutes les portes sont levées, elles bloquent l'eau provenant de la mer Adriatique. L'eau trop haute ne peut pas pénétrer dans la lagune. Grâce à cela, la possibilité d'inondation à Venise est réduite. La ville a besoin de ce type de protection car elle est située à faible altitude. Venise a été construite sur de nombreuses petites îles à l'intérieur d'une lagune peu profonde. Elle possède de nombreux canaux, de vieilles églises, des maisons, des places et des bâtiments qui existent depuis plusieurs siècles. Mais dans certaines parties de Venise, le sol s'enfonce progressivement. En même temps, le niveau de la mer continue également de monter. Lorsque la marée haute, les vents forts et la surcote de tempête se produisent en même temps, l'eau déborde de la lagune vers la ville. Les habitants de Venise appellent cela l'acqua alta ou la montée des eaux. Lorsque cela se produit, les rues, les magasins, les maisons, les églises et les places sont inondées. La place Saint-Marc est l'une des premières à être inondée car c'est l'une des parties les plus basses de la ville. En 1966, Venise en a fait l'expérience, lors de l'une des pires inondations de son histoire. Elle a de nouveau connu une grave inondation en 2019. La marée a atteint 187 mètres de hauteur. L'eau est entrée dans les magasins et les bâtiments. De nombreux biens et parties importantes de la ville ont été endommagés. En raison des inondations répétées, le gouvernement italien a pris des mesures pour bloquer l'eau avant qu'elle n'atteigne Venise. Les études sur MOSE ont commencé dans les années 1980, mais il a fallu de nombreuses années avant qu'elles ne soient terminées. Il a fallu étudier le conception, son effet sur l'environnement, la méthode de construction et la bonne utilisation des portes. Le coût du projet a également augmenté à plus de 5 milliards d'euros. Il y a même eu un grand scandale de corruption. En 2014, de nombreux responsables et hommes d'affaires ont été accusés d'avoir accepté des pots de vin et d'avoir détourné de l'argent du projet. À cause de cela, la construction a été encore plus retardée. Le 3 octobre 2020, le mousse a été utilisé pour la première fois entièrement contre la marée haute. Les portes ont été levées avant que trop d'eau de mer ne pénètre dans la lagune. Ainsi, le niveau de l'eau à l'intérieur de la lagune est resté plus bas. Grâce à cela, le centre de Venise a évité les graves inondations attendues. Depuis lors, les portes sont utilisées chaque fois qu'il y a une menace de marée dangereuse. Mais le mousse ne peut pas résoudre tous les problèmes de Venise. Il ne peut pas empêcher la montée du niveau de la mer. Il ne peut pas non plus arrêter l'enfoncement progressif de la ville. C'est simplement une solution temporaire pour empêcher l'excès d'eau de la mer. Les portes ne peuvent pas non plus rester levées trop longtemps. La lagune a besoin d'un échange régulier d'eau. C'est essentiel pour les poissons, les plantes et les autres formes de vie dans la région. Les portes ne sont levées que lorsque c'est nécessaire, car une fois fermées, il est difficile pour les grands navires d'entrer ou de sortir. Le mousse n'est pas une solution permanente à tous les problèmes de Venise, mais pour l'instant, c'est la plus grande protection de la ville contre les inondations graves. Sous l'eau, il y a 78 grandes portes prêtes à se lever lorsque toute Venise est en danger. Numéro 9, le pont et le tunnel sous-marin de l'Öresund. Il existe un passage entre le Danemark et la Suède qui commence comme un pont, mais il disparaît soudainement au milieu de la mer. Il n'est pas interrompu. La partie suivante a été délibérément placée sous l'eau. C'est la liaison fixe de l'Öresund. Cette connexion relie Copenhague au Danemark à Malmö en Suède. Le passage entier mesure près de 16 km de long. Il est composé de 3 parties principales. La première est un pont d'environ 8 km depuis la Suède. La deuxième partie est une île artificielle au milieu de l'eau. La troisième est un tunnel de 4 km qui mène au Danemark. Lorsque vous voyagez depuis la Suède, vous passez d'abord par le grand pont à Åbans. Il possède de hautes tours et de gros câbles en acier qui soutiennent la partie centrale du pont. Les voitures et les camions circulent sur la partie supérieure. Sur la partie inférieure, ce sont les trains qui passent.
Après le pont, vous atteignez une île artificielle appelée Peborholm. Ici, la route et le chemin de fer descendent progressivement, jusqu'à ce qu'ils entrent dans le tunnel sous la mer. Après 4 km, le tunnel débouche près de l'aéroport de Copenhague. Pourquoi ne pas avoir prolongé le pont jusqu'au Danemark ? La principale raison, c'est l'aéroport. L'aéroport de Copenhague, situé au Danemark, est tout près, à l'extrémité du passage. S'ils avaient construit un pont élevé à cet endroit, cela aurait pu gêner les avions qui atterrissent et décollent. Il faut aussi maintenir la voie ouverte pour les grands navires, car beaucoup traversent le détroit de l'Øresund. Si une partie du pont est trop haute ou trop basse au mauvais endroit, cela peut bloquer la route maritime. C'est pourquoi, au lieu de surélever le pont, ils ont abaissé la route et le chemin de fer sous la mer. De cette façon, les avions peuvent passer librement dans le ciel. Les navires circulent librement à la surface de l'eau, tandis que les voitures et les trains passent en dessous d'eux. Le tunnel n'a pas été creusé comme un passage classique. Les ingénieurs ont d'abord construit de grandes sections en béton sur un chantier, puis chaque section a été transportée en mer. Ensuite, chaque section a été immergée dans la partie creusée du fond marin. Les sections ont été assemblées, puis tassées, puis recouvertes. Il y a un tunnel séparé pour les véhicules et un autre tunnel séparé pour les trains. Il y a aussi un passage d'urgence qui peut être utilisé en cas d'accident, d'incendie ou lorsque les gens doivent évacuer. L'île de Peberholm est également importante. Ce n'est pas une île naturelle. Elle a été créée à l'aide de pierres, de sable et de matériaux extraits du fond marin lors de la construction du pont et du tunnel. Elle mesure environ 4 km de long. Personne n'y vit en permanence. Elle n'est pas devenue une grande zone touristique ni une communauté résidentielle. Après la construction, elle a simplement été laissée telle qu'elle. Il y pousse des plantes, l'accès des gens y est également limité afin de ne pas nuire à la nature. Avec le temps, cette nuance est devenue un habitat pour les oiseaux, les insectes, les plantes et d'autres petits animaux. Les effets du projet sur la mer ont également été soigneusement étudiés. Le détroit d'Øresund est une voie navigable importante entre la mer Baltique et la mer du Nord. Si les piliers du pont sont mal placés, ils peuvent donc bloquer ou modifier le courant naturel de l'eau. Cela peut avoir un impact sur l'oxygénation, la salinité de l'eau, les poissons et d'autres formes de vie marine. C'est pourquoi les ingénieurs ont ajusté l'espacement et la forme des piliers afin de ne pas trop bloquer l'eau. Ils ont également surveillé l'état de la mer avant, pendant et après la construction. Le passage a également eu un grand impact sur le Danemark et la Suède. Avant cela, le ferry était le principal moyen de transport direct entre Copenhague et Malmö. Les passagers devaient attendre, monter à bord du navire et traverser la mer. Lorsque la liaison de l'Øresund a été ouverte le 1er juillet 2000, le voyage est devenu plus rapide et plus facile. Les voitures, les camions et les trains pouvaient désormais passer directement. Aujourd'hui, de nombreuses personnes vivent dans un pays, mais travaillent ou étudient dans l'autre pays. Le transport des produits et l'accès à l'aéroport de Copenhague sont également devenus plus rapides. Grâce à cela, les affaires, l'emploi et les transports entre Copenhague et Malmö sont devenus mieux reliés. Mais le Danemark et la Suède restent deux pays différents. Il y a des contrôles aux frontières qui peuvent encore ralentir le passage. Ce qui est remarquable dans ce projet, c'est la façon dont il répond à de nombreux problèmes. Il fallait un passage pour voitures et trains sans bloquer les bateaux, tout en assurant la sécurité des avions près de l'aéroport. Et il fallait que la circulation naturelle de l'eau dans la mer soit maintenue. Alors, ils ont construit un pont qui descend vers une île artificielle et continue comme un tunnel sous l'eau. L'absence de pont au milieu de la mer n'est pas une erreur. C'est précisément la partie la plus importante de toute la conception. Numéro 8. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao est le plus long système de traversée maritime au monde. Il a une longueur totale de 55 km et relie Hong Kong, Zhuhai et Macao dans le sud de la Chine. Ce n'est pas simplement un pont en ligne droite. Il est composé de longs ponts, d'îles artificielles et d'un tunnel sous-marin. Dans la partie principale, il y a un pont d'environ 23 km. En arrivant au milieu de la mer, la route descend sur une île artificielle et entre dans un tunnel sous-marin de 6,7 km en Parsonsots. À l'autre extrémité du tunnel, la route remonte sur une autre île artificielle avant de continuer sous forme de pont. Cette partie a été construite sous forme de tunnel afin de garder la principale voie de passage ouverte pour les grands cargos. Au lieu que les navires passent sous un pont élevé, ils passent au-dessus du tunnel tandis que les véhicules circulent sous la mer. La construction a été difficile en raison de la forte activité maritime et des typhons fréquents. Le passage a aussi été conçu pour résister aux vents violents et aux séismes. Il y a aussi des dauphins blancs de Chine autour de l'estuaire de la rivière des Perles.
Il a donc fallu surveiller l'impact de la construction sur leur habitat. La construction principale a commencé en 2009 et le passage a été ouvert le 24 octobre 2018. Grâce à cela, le trajet entre Hong Kong, Zhuhai et Macao est devenu plus rapide. Le long détour par la terre était coûteux. Désormais, le trajet peut désormais se faire en moins de temps. Cela dépend du trafic et de l'inspection à la frontière. Ce qui est le plus impressionnant ici, c'est son design. Lorsqu'un bateau doit passer, ils n'ont pas surélevé le pont. Au lieu de cela, ils ont abaissé toute la route sous la mer. Numéro 7, la barrière de la Tamise. Il y a de grandes portes en acier sur la Tamise qui protègent Londres contre les inondations extrêmes. C'est la barrière de la Tamise. Elle se trouve à Woolwich, dans la partie est de Londres. Elle possède 10 portes en acier qui bloquent le passage sur une section de plus de 500 mètres de large. Lorsque le niveau de l'eau est normal, les principales portes sont abaissées sous la rivière. Ainsi, les navires peuvent passer librement. Mais lorsqu'une forte montée des eaux arrive de la mer du Nord, les portes sont relevées et tournées. Lorsqu'elles sont fermées, elles bloquent l'onde de tempête avant qu'elles n'atteignent le centre de Londres. C'est important car une forte tempête en mer du Nord peut pousser d'énormes quantités d'eau dans la Tamise. Si jamais cette tempête coïncide avec une marée haute, le fleuve peut déborder et inonder les parties basses de la ville. Les maisons, les entreprises, le système de transport et les bâtiments gouvernementaux importants pourraient être affectés. La construction a commencé en 1974. La barrière est devenue opérationnelle en 1982 et elle a été officiellement inaugurée en 1984. Les 4 plus grandes portes mesurent chacune 61 mètres de large. Chaque porte pèse plus de 3000 tonnes. Elle peut fermer toute la barrière en environ 90 minutes, mais cela doit être fait avant l'arrivée de la marée haute. Les experts en inondation surveillent en permanence la météo, le vent, la marée et l'eau dans la mer du Nord. Si Londres est menacée, ils ferment la barrière. Elle a déjà souvent servi depuis sa mise en service, mais le risque croît avec la montée des eaux et le changement climatique. Auparavant, on pensait que sa durée de vie prévue n'irait que jusqu'en 2030, mais selon l'Agence pour l'environnement du Royaume-Uni, elle pourra continuer à protéger Londres jusqu'en 2070 environ grâce à la maintenance et aux améliorations. Cela fait également partie du plan estuaire de la Tamise 2100. Ce plan vise à renforcer les défenses contre les inondations de Londres jusqu'à la fin du siècle. Pour l'instant, la barrière de la Tamise reste en alerte. Elle reste silencieuse lorsque le fleuve est calme. Mais lorsque le niveau de l'eau monte, ces grandes portes servent de défense pour tout Londres. Les principales sont le barrage d'Itaipu. À la frontière entre le Brésil et le Paraguay se trouve l'un des plus grands barrages hydroélectriques du monde. C'est le barrage d'Itaipu. Il a été construit sur le fleuve Paraná et est géré conjointement par le Brésil et le Paraguay. Il produit de l'électricité grâce au puissant courant d'eau du réservoir, qui est dirigé vers de grandes turbines. Et cette rotation est utilisée par les générateurs pour produire de l'électricité. Le barrage d'Itaipu compte 20 unités de production. Chacune peut produire 700 MW. Lorsqu'elles sont combinées, le barrage a une capacité totale de 14 000 MW. Une grande partie de l'électricité du Paraguay provient d'ici. Il fournit également une source d'énergie importante au Brésil. Le barrage entier mesure près de 8 km de long et sa partie la plus haute atteint 116 mètres. Les grands travaux ont commencé en 1975. Pour le construire, il a fallu d'abord détourner une partie du fleuve Paraná. Les ouvriers ont creusé un grand canal pour permettre à l'eau de s'écouler ailleurs pendant la construction du barrage. Des millions de mètres cubes de terre et de pierre ont été enlevés. Plus de 12 millions de mètres cubes de béton ont également été utilisés pour l'ensemble du projet. Mais la construction de ce barrage a eu un coût important. Lorsque le réservoir a été rempli, une vaste étendue de terre a été submergée sous l'eau. Cela comprenait des forêts, des communautés et les chutes de Guaira, qui étaient autrefois l'un des systèmes de cascade les plus puissants au monde. De nombreuses familles et communautés autochtones ont aussi perdu leurs foyers et leurs terres ancestrales. Donc même si l'Itaipu produit de l'électricité renouvelable, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dommages pour la nature et les populations. Un autre aspect important de son histoire est l'accord entre le Brésil et le Paraguay. Selon leur traité, ils ont tous les deux droit à la moitié de l'électricité produite par l'usine. Mais les besoins du Paraguay sont moindres. C'est pourquoi la part excédentaire est donnée ou vendue au Brésil selon le système convenu. Le prix et le paiement de cette électricité ont longtemps été source de tensions. À cause de cela, les deux pays ont discuté à plusieurs reprises de la manière de rendre leur accord plus équitable.
L'Itaipu n'est plus toujours numéro 1 en termes de quantité d'électricité produite chaque année, mais il reste l'un des plus puissants et l'une des centrales hydroélectriques les plus importantes au monde. Elle fournit énormément d'électricité renouvelable. En même temps, cela montre aussi qu'un projet énergétique de très grande envergure peut apporter d'énormes avantages. Mais cela entraîne aussi une perte permanente de terres, d'espaces naturels et de communautés. Numéro 5, le viaduc de Milaou. Dans le sud de la France, il y a un pont très élevé. Parfois, il est même couvert de nuages. C'est le viaduc de Milaou. Il passe au-dessus de la vallée du Tarn et fait partie de l'autoroute A75. Sa tour la plus haute atteint 343 mètres du sol jusqu'au sommet. C'est plus haut que la tour Eiffel. La route elle-même se trouve à environ 270 mètres au-dessus de la vallée. Elle a été conçue par l'ingénieur Michel Verlaudier et l'architecte Norman Foster. La construction a commencé en 2001 et le pont a été ouvert en 2004. En raison de la profondeur de la vallée, il n'a pas été facile de construire la route en hauteur. Ainsi, de longues sections de chaussées en acier ont d'abord été construites de chaque côté de la vallée. Ensuite, elles ont été lentement poussées au-dessus des grandes piles en béton jusqu'à ce que les deux parties se rejoignent au centre. Grâce à ce pont, les véhicules n'ont plus besoin de descendre dans la vallée et d'emprunter la route étroite de Milaou. Le trajet entre le nord et le sud de la France est devenu beaucoup plus rapide. Vu de cette hauteur, la route ressemble simplement à une autoroute ordinaire. Mais en dessous, il y a une vallée très profonde. C'est pourquoi le viaduc de Milaou n'est pas seulement une voie pour les véhicules. C'est aussi une attraction touristique célèbre et l'un des ponts les plus connus de France. Numéro 4, Palm Jumeirah. À Dubaï, il y a une grande île artificielle en forme de palmier. C'est Palm Jumeirah. Ce n'était pas une terre naturelle auparavant. Elle a été créée en prélevant énormément de sable au fond de la mer et en le plaçant à l'endroit voulu. Le GPS a été utilisé pour suivre exactement la forme du tronc et des branches du palmier. Environ 94 millions de mètres cubes de sable ont été utilisés pour le projet, mais le sable peut facilement être emporté par les vagues. C'est pourquoi ils ont également construit une grande digue en forme de croissant autour de l'île. La digue est une longue barrière faite de grosses pierres. Elle mesure environ 11 km de long. Elle absorbe et atténue la force des vagues avant que l'eau n'atteigne l'île. La construction a commencé en 2001. Quelques années plus tard, les premiers habitants se sont installés. Aujourd'hui, l'île compte maisons, appartements, hôtels, restaurants, une plage et des attractions touristiques. L'un des endroits les plus célèbres ici est l'Atlantis The Palm. La Palm Jumeirah a considérablement allongé le littoral de Dubaï, mais la construction a aussi modifié le mouvement naturel de l'eau dans la région. Au début, la digue était trop fermée. Ainsi, l'échange d'eau à l'intérieur de la palme ne se faisait pas correctement. À cause de cela, ils ont créé des ouvertures pour que l'eau de mer puisse entrer et sortir plus facilement. D'anciens rapports affirment aussi que certaines parties de l'île bougent ou s'enfoncent légèrement. Mais le promoteur a contesté cela et il n'y a aucune preuve claire indiquant que toute la Palm Jumeirah risque de couler. Il est clair qu'il faut continuer à surveiller et entretenir l'île, faite de sable et située en pleine mer. La Palm Jumeirah est la preuve que l'homme a réussi à créer de nouvelles terres au milieu de l'eau. Mais cela montre aussi que lorsqu'on modifie la mer, il faut également faire face à ses effets sur les vagues, les courants et l'environnement marin. Numéro 3, le barrage des Trois Gorges. Sur le fleuve Yangtze en Chine, on trouve le barrage des Trois Gorges. Il a une capacité installée de 22 500 MW. C'est pourquoi c'est l'une des plus grandes centrales hydroélectriques du monde. Le barrage fait plus de 2 km de long et il mesure 185 mètres de haut. Derrière celui-ci se trouve un immense réservoir qui s'étend sur des centaines de kilomètres le long du fleuve Yangtze. Il produit de l'électricité grâce à la force du courant. L'eau passe à travers d'énormes turbines. Celles-ci font tourner les générateurs qui produisent de l'électricité. Le barrage aide aussi à contrôler les inondations et à permettre le passage de grands cargos sur le fleuve. Mais ce projet a également eu un coût énorme. Plus d'1 million de personnes ont dû quitter leurs maisons, champs, villages et certaines zones urbaines submergées par l'inondation du réservoir. D'anciens temples, des tombes et des sites archéologiques ont également été engloutis par l'eau. Les experts ont essayé de déplacer ou de documenter certains artefacts importants avant de remplir le réservoir, mais ils n'ont pas pu tout sauver. Il y a également eu des problèmes comme des glissements de terrain et des changements dans l'état naturel du fleuve Yangtze. On affirme aussi que le poids du réservoir aurait légèrement modifié la rotation de la Terre, ce qui peut être vérifié avec les données publiées.
Il s'agit d'un équipement très sensible, mais l'effet est extrêmement faible et il n'y aura aucun changement perceptible dans la durée d'une journée. Le barrage des Trois Gorges fournit énormément d'électricité. Mais cela montre aussi clairement que les grands projets peuvent apporter d'énormes avantages, tout en ayant également des effets permanents sur les populations et la nature. Numéro 2, le tunnel sous la Manche. Sous la Manche se trouve un tunnel qui relie l'Angleterre et la France. C'est le tunnel sous la Manche. Il a une longueur totale d'environ 50,5 km. Environ 37 km de ce tunnel se trouvent sous la mer. C'est donc le tunnel avec la plus longue section sous-marine au monde. Les voitures ordinaires ne passent pas ici toutes seules. Les voitures, camions, bus et motos sont embarquées sur un train spécial appelé le Shuttle. Les trains de passagers Eurostar et les trains de marchandises passent aussi ici. 3 tunnels parallèles ont été construits. Il y a 2 grands tunnels pour les trains et un tunnel de service plus petit au centre. Le tunnel central est utilisé pour la maintenance, les urgences et l'évacuation des passagers si nécessaire. Les grands travaux ont commencé en 1988. Les ouvriers d'Angleterre et de France ont creusé en même temps en utilisant de grandes machines de creusement de tunnels. Pendant que la machine avançait, elle creusait la roche, et les parois du tunnel étaient immédiatement renforcées avec un revêtement en béton. Le 1er décembre 1990, les 2 groupes se sont rencontrés sous la mer. Après d'autres travaux de construction et des tests, le tunnel sous la Manche a été officiellement ouvert en 1994. Grâce à cela, il est désormais possible de voyager entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale sans prendre de ferry ni d'avion. La traversée elle-même avec le shuttle ne prend qu'environ 35 minutes. La construction a coûté cher et les dépenses et paiements n'ont dépassé les premières estimations. Jusqu'à aujourd'hui, il sert encore quotidiennement aux trains de passagers, véhicules et marchandises. Le tunnel sous la Manche est un long chemin de fer souterrain. La seule différence, c'est que la mer se trouve juste au-dessus. Numéro 1, les travaux du delta. Une grande partie des Pays-Bas est basse et facilement inondable. C'est pourquoi le pays a construit un immense système de barrages, digues, vannes, écluses et barrières anti-submersion. C'est ce qu'on appelle les travaux du delta. Le projet a commencé après la grave inondation de la mer du Nord en 1953. Les digues ont été détruites et de vastes terres ont été submergées. Plus de 1800 personnes sont mortes aux Pays-Bas. Après la catastrophe, le gouvernement a décidé de renforcer la protection du pays contre la mer. Au lieu de surveiller la très longue côte, ils ont fermé ou réduit certaines ouvertures par lesquelles l'onde de tempête pouvait facilement pénétrer. Le Delta Works regroupe de grandes structures anti-inondation dans le sud-ouest des Pays-Bas, dont la célèbre barrière de l'Escaut oriental. Elle mesure près de 9 km et possède de grandes portes fermables en cas de risque d'inondation grave. Par temps normal, elle reste ouverte. L'eau de mer peut entrer et sortir. Ainsi, la marée naturelle se poursuit et les poissons ainsi que les coquillages peuvent vivre dans la région. En cas de forte onde de tempête, les portes sont fermées pour empêcher l'excès d'eau d'entrer. Le Delta Works comprend également la barrière de Maesland qui protège l'accès au port de Rotterdam. Elle possède 2 énormes portes mobiles. En cas de forte onde de tempête dangereuse, celle-ci pivote vers le centre du chenal et se ferme comme 2 grandes portes. Le système est automatique. Un ordinateur surveille le niveau de l'eau et la météo. Lorsque l'eau atteint un niveau dangereux, la barrière peut être fermée. Cela ne signifie pas que les Pays-Bas seront en sécurité pour toujours. Le niveau de la mer continue de monter. C'est pourquoi il faut aussi renforcer, réparer et améliorer les défenses contre les inondations. Mais la raison pour laquelle les Delta Works sont si importants est claire. Dans d'autres pays, barrages et vannes anti-inondation protègent seulement certaines villes. Aux Pays-Bas, ils font partie des raisons pour lesquelles une grande partie du pays reste sèche et habitable.